Monsieur Terrouzzi. Bonjour. Alors vous êtes expert en programmation et modélisation, blockchain et crypto-monnaie, et vous avez donc une quinzaine d'années d'expérience en mathématiques appliquées. Alors aujourd'hui, on va parler majoritairement de blockchain et de ses dérivés, les crypto-monnaies. Alors on va éviter de vulgariser, du moins un peu trop, car c'est effectivement ce que font aujourd'hui la plupart des articles, et j'ai l'impression effectivement qu'on y perd un petit peu. Donc les crypto-monnaies aujourd'hui font clairement l'actualité. Et on va commencer donc cette interview par, on va dire, l'aspect étatique. Beaucoup d'États, enfin du moins quelques États, notamment la Russie et la Chine, donc qui ont clairement annoncé leur intention de lancer leur crypto-monnaie. Alors j'aimerais en tout cas vous poser cette première question par rapport donc à une conversation qu'on avait eue, et vous m'expliquiez donc que le terme de crypto-monnaie n'est pas vraiment le terme le plus approprié. Oui, parce que quand la Russie dit « je veux faire ma propre crypto-monnaie », ce sera une crypto-monnaie qui est très très différente de la crypto-monnaie Bitcoin. Parce que le Bitcoin, ou de les autres crypto-monnaies qui existent et qui sont des blockchains publiques. Parce que la caractéristique du Bitcoin est surtout que justement il est sans permission, c'est-à-dire que n'importe qui, moyennant un peu de connaissances techniques, ou en suivant quelques tutoriels, même sur Internet, même sans beaucoup de connaissances, il peut lancer un exécutable sur son ordinateur et faire partie de la matrice, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire lancer un nœud, il y a différents types de nœuds, et en fait avoir donc une partie prenante dans le blockchain Bitcoin. Quand la Russie dit « je veux faire ma propre crypto-monnaie », c'est une crypto-monnaie qui sera forcément supervisionnée par l'État. Et donc, déjà, ça va être très difficile de la nationaliser, parce que si c'était vraiment comme le Bitcoin, on ne peut pas vraiment nationaliser le Bitcoin, parce qu'on ne peut pas empêcher un citoyen qui n'est pas russe, par exemple, de participer au Bitcoin. Et donc, une crypto-monnaie, par définition, est globale et planétaire. Donc déjà, il y a cette difficulté, et puis il y a le fait, justement, que comme les nœuds vont être gérés par des institutions, par l'État russe, in fine, forcément, il y aura une très grosse différence par rapport au Bitcoin. Et donc, moi, je pense que c'est un peu un abus de langage de dire la Russie veut faire sa propre crypto-monnaie. Il faut que la personne qui lit ce type d'informations se renseigne un peu pour avoir le minimum d'informations et d'arriver à faire la part des choses et comprendre que les deux sont techniquement, économiquement, et même les répercussions sociales qu'il peut avoir, très très différentes. D'accord. Au-delà tout simplement donc de l'aspect centralisation, donc qui serait qui va à l'encontre, on va dire, oui, de la blockchain de manière générale. Qui va un peu à l'encontre, qui va nettement, non pas un peu, qui va nettement à l'encontre de la blockchain. De la blockchain publique du moins, et donc de ce type de crypto-monnaie et de nouvelles monnaies qui appuient leur pouvoir innovant sous le fait qu'ils sont totalement publics. S'ils n'étaient pas publics, ils n'auraient pas la même force, parce que ça serait encore une monnaie, une nouvelle monnaie émise voilà, par une institution, par un État, pour quelque chose. Mais vraiment, le côté innovant du Bitcoin est vraiment dû au fait que n'importe qui peut participer. Il doit y avoir donc, j'imagine, des avantages, en tout cas pour des États, de lancer cette forme de monnaie digitale, au-delà du simple fait de vouloir être la première nation à le faire. Moi, tel que je le vois, mais je ne suis pas dans la tête de l'État russe, mais à ce que je peux... mon intuition me fait dire que probablement, ils ont un peu peur que les gens s'y mettent vraiment au Bitcoin, à utiliser le Bitcoin, parce que le Bitcoin, forcément, risque de leur échapper. C'est beaucoup plus difficile de réguler le Bitcoin que de réguler une monnaie sur laquelle l'État russe a complètement la main, à la rigueur. Et donc, sur cette base, de mémoire, mais je crois que l'État russe a dit, nous, on vous fournit la crypto-monnaie, mais non, si vous l'utilisez, et à un moment, vous êtes incapable de justifier tous les passages qui ont fait que vous possédez cette crypto-monnaie, ben nous, on arrive par la suite et on taxe. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, vous l'utilisez dans la mesure où
vous l'utilisez correctement et vous avez une traçabilité quelque part, voilà, vous pouvez justifier tout ce que vous avez fait, dans ce cas, nous, ça nous va. S'il y a un problème, nous, on arrive en taxe. Et ça, c'est très difficile à faire c'est plus difficile avec les autres crypto-monnaies. Parce que les autres crypto-monnaies, déjà, ça veut dire que, par exemple, un Chinois, un Canadien peuvent l'acheter. Et donc, déjà, justement, cet aspect globalisation, le fait que la monnaie soit vraiment planétaire fait que pour l'État, ça va être très difficile de devoir, d'aller traquer toutes les boîtes, par exemple, qui font des échanges à Bitcoin, etc. Alors que sur une monnaie qui est vraiment nationale, forcément, ça va être plus facile. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est comment l'État russe va gérer ça aussi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, il va y avoir un numéro, par exemple, de sécu russe ou une carte d'identité. Et en fait, il faut passer par une procédure officielle pour pouvoir accéder à la monnaie. Donc, il y aura un gros Know Your Customer russe pour pouvoir accéder. Chose qui est totalement en dehors de la manière de faire du Bitcoin, en fait. D'accord. Et quels sont donc justement les avantages techniques que cela peut offrir d'avoir pour un pays une monnaie digitale? C'est une avancée technique? Pour moi, le seul avantage que je veux, mais c'est mon intuition. Après, je suis pas dans la tête de l'État russe. C'est justement de minimiser ou de contrôler la crypto-monnaie. De dire, nous, on vous donne une crypto-monnaie qui est la crypto-monnaie nationale, celle-là, vous pouvez l'utiliser. Parce qu'elle est dans un cadre juridique bien défini. Mais les avantages innovants sont justement dans la blockchain publique. Alors, il faudra voir aussi comment le peuple russe réagit à cette nouvelle et qu'est-ce qu'il va choisir entre les deux. Parce qu'après, ça sera ça. Mais même pour moi, l'avantage, je ne vois pas d'autre avantage que d'essayer de limiter justement l'utilisation du Bitcoin. Il y a beaucoup d'États qui justement se mettent à légiférer en matière de Bitcoin, notamment la Russie la semaine dernière. Oui. Oui, effectivement, c'est sûr que le Bitcoin est à risque de légiférer. Après ça, il y a différents experts, tous très très valables, qui ont des positions parfois différentes sur cette légifération. Certaines le voient comme une bonne chose, certains le voient comme quelque chose qui est dangereuse pour le Bitcoin. C'est clair qu'une régulation très stricte peut arriver à ralentir l'utilisation du Bitcoin. Mais en même temps, par exemple, il faut comprendre aussi qu'il n'y aura pas une voie unique dans le monde entier. Les nations se comporteront de manière très différente. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dessiner les paradis fiscaux de demain avec le Bitcoin. Parce que les nations qui vont être assez intelligentes pour dire « moi, je reste souple sur le côté Bitcoin » vont avoir des richesses arriver comme l'ont fait les banques à l'époque de la Suisse, comme le fait Luxembourg, comme le fait certains paradis fiscaux. Et alors, il y a un peu ce compromis. C'est un État qui voudrait taper sur le Bitcoin d'un point de vue de la régulation et l'interdire à mort, risque de voir les richesses partir de son pays aussi. Et ce qui veut dire aussi aujourd'hui beaucoup de start-up aussi, on en a un cas à Paris par exemple où on produit le Nano Ledger qui est un des deux portefeuilles wallet. C'est quand même une fierté, je dirais, de pouvoir l'avoir en France. Et donc voilà, il y a ce risque de voir toute une nouvelle économie qui se forme partir parce que la régulation est trop stricte. D'un autre côté, il y a le risque pour l'État que si la régulation est trop molle, je dirais, dans ce cas-là, évidemment, l'État risque de ne pas en avoir plus la main. Et ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à une certaine habitude à l'évasion fiscale, des choses comme ça. Parce que le Bitcoin, si vous l'utilisez, si aujourd'hui 30% des personnes arrivent à utiliser le Bitcoin, je pense que voilà, ça sera quelque chose de factuel et l'État pourra simplement prendre acte de la chose. Ça va être difficile aussi de l'interdire parce que c'est quand même un break technologique. À mon sens, c'est un break technologique et le break technologique, à un moment ou l'autre, il passe. C'est l'histoire qui l'enseigne. Et c'est pas moi qui le dis. C'est la BNP Paribas même qui avait dit le Bitcoin est au niveau de disruption de la presse ou des moteurs à combustion. Donc, quand on voit ça, on mesure vraiment l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Hein. C'est pas seulement dire le Bitcoin c'est comme ci comme ça. Non, le Bitcoin est avant tout un break technologique
énorme. Énorme, et pour moi, c'est un des 5 plus gros que l'humanité a jamais vécu. Et on peut l'exprimer comme ça aussi, parce que, si vous voulez, de la même manière que l'Internet est arrivé à vulgariser et à diffuser de manière massive l'information, le Bitcoin arrive à faire la même chose avec l'argent. Parce que, imaginez un journaliste dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe après l'Internet ? Après l'Internet, vous avez des gens qui montent des blogs, qui font des vidéos YouTube, etc. Pourquoi ? Simplement parce que dans les paquets TCP/IP, donc dans les paquets les plus bas niveaux qui circulent sur l'Internet, cette information peut circuler. Et à partir du moment où elle a pu circuler, elle est sortie complètement de la... on n'a pas été capable de la maîtriser. Ça s'est vu avec la loi Adopi et tout le reste. À un moment, le break technologique est tellement fort, je dirais, qu'on est obligé de constater que tout le monde publie des choses sur YouTube. Fini, mais c'est très très difficile d'essayer de réguler des choses comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus l'information qui voyage, c'est l'argent. Parce que, je le dis souvent, dans le passé, il y avait du soft qui gérait de l'argent. Aujourd'hui, l'argent est son soft, est du soft, est son propre software. Et donc, avec le Bitcoin, nous avons de l'argent programmable pour la toute première fois. Nous avons une monnaie planétaire pour la toute première fois. Toutes des choses qui... donc, nous avons de l'argent qui peut voyager de la même manière que je peux faire un blog et envoyer mon information à tout le monde, chose que dans les années 80 était réservée à seulement quelques journalistes grosses plumes qui écrivaient sur quelques gros journaux. Aujourd'hui, je peux envoyer entre deux individus sans intermédiaire de l'argent, et même de manière programmable. Par exemple, une des applications très intéressantes du Bitcoin, c'est de faire du streaming money. Si je travaille toutes les minutes du mois, pourquoi je suis payé à la fin du mois ? Je pourrais être payé toutes les minutes, de manière du streaming. Et donc, pour ça, il y a des choses comme ça des cas d'utilisation du Bitcoin qui sont extrêmement intéressantes. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que le principal, c'est le fait de pouvoir permettre à deux individus, n'importe où dans le monde, de s'échanger de la valeur sans intermédiaire. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc beaucoup de gens fustigent une forme d'hypocrisie de manière générale, en tout cas concernant nos publications, et de la part des autorités russes notamment, donc dans une moindre mesure chinoise, concernant donc ces annonces donc de ces tours de vis législatifs, donc ces deux pays étant perçus donc comme hostiles au Bitcoin, et la Russie donc qui vient de légiférer. Donc c'est pas paradoxal donc. Cette volonté de vouloir contrôler, en tout cas comme vous étiez en train de le dire, ce monde des monnaies digitales. Non, pour moi, c'est pas paradoxal. Pour moi, c'est dans la logique d'un État qui veut garder la main sur la monnaie. C'est pour ça. Pour moi, l'État russe comme le chinois ne voit pas le Bitcoin... pour eux, le Bitcoin, c'est pas le grand ami, parce que justement, le monde de la finance risque de changer complètement si tout le monde se met au Bitcoin. Et là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'était le magazine Fortune qui déjà le disait en 2015. Il disait le Bitcoin va faire à la finance ce que le peer-to-peer a fait à l'industrie de la musique. Et on est là, je pense, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du fait de pouvoir maintenant envoyer sans passer par une banque, voilà, c'est ça le gros break technologique qui peut tout changer. Parce qu'en plus, la monnaie étant planétaire, les États ont vraiment du mal. Parce qu'on pourrait se dire que ça peut devenir obsolète demain de dire cette monnaie appartient à un État. Ou en tout cas, même s'il y aura toujours le ruble, l'euro et tout ça, mais il y aura quand même quelque chose par-dessus que les gens pourront utiliser de manière totalement transfrontalière. Et ça n'existe pas. Donc forcément, les États ne voient pas ça comme... Parce que ça leur échappe à un moment. Ça va leur échapper. Comment on va réguler ça ? Comment on va imposer ça ? Et ceux qui sont sous le front de cette technologie vivent déjà ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déjà payés en Bitcoin ou on leur propose d'être payés en Bitcoin, etc. Et donc effectivement, c'est déjà un problème.
Alors, vous venez d'évoquer le peer-to-peer, vous avez évoqué tout à l'heure donc la désintermédiation, donc qui était recherchée par donc l'instauration de cette blockchain. Alors, on va continuer sur les paradoxes, notamment un qui englobe tout ça, c'est notamment son impact, comme vous l'avez évoqué, sur la finance. Mais donc le blockchain, la technologie blockchain avait été apparue donc en 2008 dans une volonté donc de mettre à terre le monde de la finance après la nouvelle crise qui avait frappé le monde à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que les institutions bancaires ont fait d'une certaine manière sienne cette technologie et de manière générale, les gens spéculent sur la valeur du Bitcoin comme ils spéculaient avant sur bien d'autres valeurs et dérivés. Est-ce que finalement, d'une certaine manière, le Bitcoin n'aurait-il pas échoué ? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Alors là, vous évoquez le fait qu'il y a des futurs qui viennent d'arriver. Alors je dis que là, c'est un domaine économique. Je ne suis pas un expert en économie, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des produits, comme dans le cas de l'or, il y a des futurs sur l'or, c'est-à-dire il y a des produits dérivés justement. Donc on peut acheter des actions indexées sur l'or qui ne sont pas vraiment de l'or. Donc c'est pas la même chose de posséder un lingot et d'avoir un produit dérivé. De la même manière, depuis pas très longtemps, il y a deux exchanges qui ont proposé ça aux États-Unis. Et donc, en fait, on a justement les futurs. Ça veut dire qu'une personne peut investir dans un cours sans posséder aucun Bitcoin, sur un cours qui est indexé, sur un produit dérivé qui est indexé sous le prix de l'or. Sur le prix du Bitcoin, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, on l'a vu avec les autres dérivés, c'est quelque chose qui peut, à long terme, même à court terme, c'est-à-dire, ça peut impacter le prix du Bitcoin. Parce que, par exemple, quand on arrive à échéance d'un mois, par exemple, une date critique, c'en était une le 26 janvier, il y avait justement un de ces produits dérivés qui avait une date d'échéance. Et donc, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'il va faire le Bitcoin ? Est-ce qu'il va peut-être remonter à cause de ça ? Donc, en fait, on voit déjà qu'il y a une influence sur le prix du Bitcoin. Moi, je pense qu'il faut bien comprendre que les deux produits sont très, très différents. Vous avez la possibilité d'acheter des bitcoins. Moi, je dis, si vous croyez dans le bitcoin, faites-le. Mais ne tombez pas dans le piège d'acheter le produit dérivé. Parce que le produit dérivé, comme dans le cas de l'or, vous ne possédez pas vraiment de l'or. Si vous avez la possibilité d'acheter un lingot d'or ou même une fraction, enfin, achetez de l'or physique. Parce que l'or physique a une valeur qui ne sera jamais la valeur du dérivé. Et donc, effectivement, il y a ce paradoxe, puisque tout en n'aimant pas le Bitcoin, on essaie de faire de produits dérivés. Et c'est vrai que quand on évoque déjà le mot dérivé, on s'en souvient de tout le problème de 2008, etc., etc. Et donc effectivement, c'est un peu ce qui a mis à genoux la finance, enfin la finance a des problèmes depuis 2008. Le Bitcoin arrive avec une solution qui est totalement innovante et qui est totalement différente. Et voilà que tout de suite, on lui colle dessus un futur, c'est-à-dire un produit encore dérivé qui à mon sens, ne peut pas amener n'apporte rien au Bitcoin et ne peut que causer des problèmes. Parce qu'on a bien vu que historiquement, de toute façon, les produits dérivés posent des problèmes. Mais non, est-ce que le Bitcoin est mort pour autant ? Absolument pas. Parce que il faut beaucoup plus que ça. Moi, je dis le Bitcoin a quand même une force énorme. Pour la première fois, c'est une monnaie qui est portée par la technologie. Donc, il ne faut pas oublier que le Bitcoin concrétise ce break technologique. Et c'est pour ça que, à mes yeux, c'est vraiment un avis personnel et c'est sans doute pas un avis d'investissement, mais le Bitcoin a vraiment de la valeur intrinsèque parce que justement, il représente ce changement. Il représente ce changement. Et donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Indépendamment des fluctuations, de la grosse volatilité qu'il peut avoir le Bitcoin reste un produit de grande valeur à mes yeux parce qu'il est toujours une des cinq plus grosses disruptions que l'humanité a vécues, à mon sens. Et donc ça ne change rien que le fait qu'il y ait des futurs ou pas des futurs. Et les futurs n'arriveront pas, à mon sens, à les tuer. Je pense que le Bitcoin est beaucoup plus robuste que d'autres cas, encore une fois, c'est pas mon domaine. Donc, mais par exemple, quand il y a eu la crise des subprimes, etc. Voilà, là on avait fait des excès qui n'étaient pas, on est très loin de ça avec le Bitcoin. Le Bitcoin a une essence et une structure aussi qui est totalement différente. Et donc, coller par-dessus un
un produit dérivé n'est pas, je dirais, aussi grave que coller un produit dérivé à d'autres. Et c'est un peu le cas de l'or. Hein. L'or a toujours de la valeur, indépendamment du fait qu'il y a des produits dérivés. Mais quand une personne pense à l'or, il a toujours dans la tête l'or. Et je pense que le Bitcoin sera la même chose. Et les gens feront la part de choses et diront le Bitcoin et le produit dérivé. Mais non, un conseil que je peux donner, et ça, je me sens dû m'engager, oui, si de toute façon vous envisagez d'acheter du Bitcoin, n'allez pas sur le futur. Allez acheter vraiment du Bitcoin parce que vous avez le produit réel et pas le faux, disons, je dirais. Mais alors justement, voilà, il y a un réel emballement sur les crypto-monnaies. Les fluctuations du Bitcoin sont assez impressionnantes ces derniers mois. Est-ce que cet engouement couplé à cette volonté d'institutionnaliser les crypto-monnaies ne risque pas de mener à terme à un phénomène d'emballement comme on l'avait vu et qui avait provoqué la crise financière de 2008 ? Est-ce qu'il pourrait y avoir justement des répercussions sur l'économie entière si un jour il y avait un krach significatif d'une crypto-monnaie en particulier ? Elles ont l'air toutes plus ou moins liées. Quand l'une s'effondre, les autres plongent. On l'a vu lors notamment des casses ce week-end pour les NEMS. Non, je dirais non, parce que d'abord, oui... Non, je dirais non, parce que justement, le nombre de Bitcoin, le nombre de crypto-monnaies dépasse le millier donc, dans le monde. Donc, en fait, il y en a énormément. Bien sûr, il y a énormément de bruit aussi dans ce milieu. Et donc, entre les ICO et tout ça, c'est clair qu'il faut faire la part des choses. Mais je dirais, il y a 10, 20 crypto-monnaies qui sont assez solides et qui peuvent... à la rigueur aussi même prendre la place du Bitcoin. Mais non, moi je pense que le Bitcoin peut subir un effondrement éventuel. Je pense que c'est très très improbable, mais seulement s'il y a vraiment une faiblesse technique qui est découverte. Par exemple, un ordinateur quantique qui arrive à casser une clé, là oui, ça c'est l'effondrement du Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura, je pense, dans le mois suivant, il y aura une crypto-monnaie qui se forme, qui est quantum proof, c'est-à-dire résistante au... D'ailleurs, il y en a déjà, et d'ailleurs même, il y a des discussions comme quoi le Bitcoin serait déjà quantum proof. Donc, s'il y a quelque chose comme ça, là oui. Ou alors, s'il y a une crypto-monnaie qui arrive derrière le Bitcoin, qui est plus petite que le Bitcoin, mais qui a une structure, qui a une partie algorithmique, je dirais, donc une structure vraiment software totalement différente, une architecture software totalement différente, et donc il arrive à le dépasser. Donc, pour moi, il y a ces deux cas de figure. Effectivement, c'est possible. Le Bitcoin restera toujours, je pense. C'est pas parce que de toute façon, rien qu'un store value, c'est-à-dire en ayant la fonctionnalité qui a l'or aujourd'hui, c'est-à-dire juste pour placer de l'argent, le Bitcoin, je pense qu'il va rester. Et même très probablement, c'est lui qui va être la monnaie numéro 1 partout. Mais si on devait envisager qu'un jour il perd la première place ou qu'il s'effondre, c'est à cause de raisons technologiques et non pas financières. À mon sens, d'un point de vue financier, non, ça ne peut pas. Le Bitcoin ne peut pas mourir parce qu'on y colle un futur par-dessus ou parce qu'on fait de la régulation. Maintenant, c'est clair que si les États, je disais tout à l'heure, allaient vraiment serrer les vis à mort, par exemple, dans toute l'Europe, de manière concertée, synchronisée, à un moment on dit, à partir de mai 2018, vous êtes en prison si vous utilisez le Bitcoin, ça c'est quelque chose qui va être très, très mal vécu dans le monde de crypto-monnaie. Mais là aussi, ça va peut-être mal vécu en France, mais il ne faut pas oublier que ça va faire le succès de tous les autres qui sont beaucoup plus souples parce que forcément, les capitaux vont migrer. Le fait que la monnaie soit totalement planétaire fait que déjà, on peut avoir ces vases communicants qui fait que voilà, si la France va être trop stricte, les gens vont aller au Japon ou ils vont aller en Biélorussie ou vont aller en Estonie, des nations qui sont considérées crypto-friendly. Et donc voilà, c'est pour ça que globalement, ça va être très difficile, je pense, même si, effectivement, si tout le monde de manière concertée. Après, il faut voir si c'est possible, de manière concertée, d'interdire le Bitcoin. Ça, c'est une position que j'ai personnellement et que je sais que d'autres experts ne partagent pas avec moi. Mais moi, je pense que ça va être très, très, très difficile de réguler le Bitcoin. En général, parce qu'on va voir un peu le fait du peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est-à-dire qu'à un moment, quand la technologie va être là et quand les gens vont pouvoir l'utiliser, de manière même un peu plus facile qu'aujourd'hui, les gens vont y aller. Et comme c'est vraiment...
C'est vraiment à chaque particulier de décider s'il va ou pas. C'est un peu comme le peer-to-peer à un moment. Hein. Dans le peer-to-peer, il y avait les mamies et il y avait des personnes assiégées qui n'étaient pas capables de télécharger un BitTorrent et de l'utiliser. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas capables d'utiliser une clé privée. Par contre, le nombre de gens qui sont rentrés et qui ont commencé à télécharger a suffi pour changer radicalement le monde de la musique. Et je rajouterais même que les gens qui étaient des ayants droit à l'époque du BitTorrent avaient raison de demander que la loi soit respectée. Parce qu'ils avaient un contrat. Et donc, ils sont ayant droit et les gens leur volent leur droit d'auteur, quelque part. Sauf que la technologie étant tellement capillaire, on n'est pas vraiment arrivé à l'arrêter. Le Bitcoin arrive, mais il ne casse aucune règle. Le Bitcoin n'est pas contre une loi, comme l'était le cas du peer-to-peer avec le téléchargement. Le Bitcoin demande qu'on fasse de nouvelles règles. Et je crains que le régulateur aille beaucoup plus lentement. Sans doute, il ira beaucoup plus lentement que l'évolution technologique. Mais la question, c'est est-ce qu'il va aller plus lentement que l'utilisation des gens ? Parce que la régulation doit arriver à un certain moment, au moment où les gens l'utilisent, pas au moment où la technologie est prête. Parce que le Bitcoin est déjà prêt à la rigueur pour beaucoup de choses, pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Sauf que comme le nombre des gens qui l'utilisent est quand même relativement petit, malgré tout, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont des euros que des gens qui ont des Bitcoins, on peut se permettre encore d'attendre. Là, il y a une technologie qui sort, par exemple, qui s'appelle le Lightning Network, c'est un protocole qui est construit par-dessus le Bitcoin, qui, vu le nombre de nœuds qui sont créés ce jour, même si tous les jours sous le testnet et même sous le mainnet, donc comme on est en train déjà de le tester et qu'on voit qu'on a vraiment envie de l'utiliser, ce système va réduire drastiquement les fees du Bitcoin et va donner à toutes les personnes la possibilité de s'échanger des Bitcoins avec un coût pratiquement zéro, qui est inférieur au coût des banques. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier qu'une transaction Bitcoin coûte entre 15 et on a eu un pic même à 30 euros. Donc, évidemment, vous n'allez pas acheter une baguette si vous avez une commission à payer de 30 euros. Par contre, si vous placez 10 000 euros, vous êtes prêt peut-être à payer 30 euros pour faire la transaction. Avec cette couche qui va se mettre par-dessus, le Bitcoin va pouvoir, de manière capillaire, créer ce réseau qui est justement un protocole qui vient par-dessus, qui va permettre à quiconque de s'échanger à fees pratiquement zéro des bitcoins. Et là, c'est le moment de la vérité. Parce que si ce Lightning Network va vraiment fédérer beaucoup de gens, si on va voir les boulangers de Paris commencer à mettre le logo Bitcoin Accepted, là, je pense qu'on est dans la situation... On va être dans la situation un peu du téléchargement. C'est-à-dire que l'utilisation arrive et là, la régulation doit suivre. Parce que c'est plus une question technologique, c'est une question que les gens commencent à utiliser. Et là, on verra. Et là, on verra la réponse de l'État français. Et là, on verra si l'État français, justement, va serrer les vis ou s'il va il va dire, bon, c'est quand même quelque chose de technologique. C'est un vrai technologique. Je ne peux pas aller contre, parce qu'il faut pas faire, à mon sens, il faut pas faire l'erreur qu'on a fait avec le peer-to-peer. À un moment, il faut se dire, c'est inéluctable. Il faut suivre le courant. Mais bon, après, comme je n'étais pas dans la tête de l'État russe, je ne suis pas non plus dans la tête de l'État français. On verra bien ce qui se passe. On parle beaucoup justement de l'État russe et chinois en termes de régulation, mais vous parliez tout à l'heure de l'Estonie et même de l'euro, mais l'Estonie avait annoncé son désir de vouloir lancer justement elle aussi une crypto-monnaie nationale. La BCE lui a tout de suite tapé sur les doigts. Il n'était pas vraiment question, et même hors de question, en tout cas dans un futur proche, de voir un crypto-euro émerger sur les marchés. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Et vous parliez même de Visa, vous parlez des paiements au niveau chez Boulanger par exemple en Bitcoin. Vous évoquiez tout à l'heure que Visa avait interdit justement l'utilisation, le recours à ces paiements. Alors, j'ai peut-être perdu la première question. On va faire les deux peut-être. Oui. D'accord, c'était la même en fait. C'était la même question. Okay. C'était en fait, oui. Comment percevez-vous justement l'évolution de la réglementation actuellement en France ? D'un côté la BCE donc qui tape sur les doigts de l'Estonie lorsqu'elle annonce l'Estonie, je pense que l'Estonie c'est une question de force. Je suis pas un expert de géopolitique, pas du tout, mais vu comme ça, j'ai envie de dire oui, mais quand c'est Poutine qui le fait avec toute la force de la Russie, ça passe, le crypto-ruble, et quand c'est la petite Estonie qui dit je voudrais bien faire un truc comme ça, le BCE lui tape dessus. Oui. Et voilà, sachant que oui, la BCE, l'Estonie est dans l'euro et la Russie ne l'est pas. Donc, mais bon, moi je pense que c'est juste ça. Après, sur le côté Visa, oui, il y a eu des cas où, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des tokens qui se sont créés, comme par exemple Monaco, des business qui se montent en fait, qui vont lier
des cartes standards, comme des cartes Visa, pour leur attacher la possibilité de vendre de la crypto, enfin de faire aussi de la crypto. Et ça, c'était des business. Il y a quelques cartes qui s'est lancées comme ça et dire bon, vous utilisez votre carte bancaire comme d'habitude, mais derrière nous, on se débrouille pour faire votre paiement en Bitcoin. Et donc, en fait, dans la carte, vous avez l'euro, mais vous avez aussi le Bitcoin, vous avez d'autres crypto-monnaies. Et là, Visa a fait un tour de vis en disant non, il a interdit à certaines cartes ce type d'utilisation. Et là, on voit bien le bras de fer qui commence à se créer, parce qu'effectivement, mais ça veut bien dire que le système dérange. D'ailleurs, Visa, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Ripple, qui est dédiée uniquement aux banques. Alors, on en discute beaucoup, parce que là aussi, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas vraiment publique, puisque elle peut être publique, mais l'utilisation principale qui est faite de Ripple est quand Ripple est lancé sur des nœuds des grosses banques. Et l'idée, c'est avec ce Ripple, en fait, de faire un réseau interbancaire qui a les mêmes propriétés que le Bitcoin, c'est-à-dire même plus loin, qui va plus loin que le Bitcoin au niveau du nombre de transactions, et donc de pouvoir s'échanger le Visa, mais en faisant un clearing and settlement totalement nouveau. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les gens disent les 10 minutes du Bitcoin, ça prend du temps, c'est pas très... Parce qu'une transaction Bitcoin prend 10 minutes. Mais il faut savoir que le clearing and settlement global de Visa prend plus d'un mois. Quand vous payez avec votre carte, on vérifie tout de suite que vous avez payé, que vous avez les fonds pour payer. Mais après, que l'écriture définitive dans les serveurs du monde entier pour que tout le monde sache et l'information et tout le monde soit à jour prend énormément de temps quand le paiement est à l'étranger. Donc, c'est clair que là, on mesure aussi la difficulté qu'y ont les gros, comme les banques et Visa, etc. Parce que face à la rapidité d'utilisation du Bitcoin, ils essayent de refaire la même chose. Alors, ils bloquent les cartes qui permettent du Bitcoin. Ils essayent de se marier avec ce Ripple qui est une blockchain faite pour les banques. Donc, ils essayent quand même d'aller dans la mouvance. Et voilà, et donc on voit bien que ce soit ça, que ce soit le futur, que ce soit la création de crypto-roubles, tout a l'air de dire le Bitcoin nous gêne. Le Bitcoin nous gêne parce qu'il va faire la même chose qu'on savait faire nous hier, et il va le faire de manière différente. Et il va le faire de manière planétaire, et il va le faire de manière que nous, on n'aura plus un contrôle total dessus. Moi, ça me paraît assez évident, vu le nombre de choses qui se passent, que le bras de fer se met en place, si ce n'est pas déjà... Si, il est déjà mis en place, mais il n'est pas... Sans doute, il y aura d'autres chapitres qui suivront. Et comment dépense-t-on justement ces bitcoins aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a deux effets, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a l'effet déjà fees très élevé. Fees, ça veut dire commission. Donc, ça veut dire que vous avez des commissions trop élevées. Donc, pour l'instant, les gens ne l'utilisent pas pour acheter une baguette. Et les commerçants ne veulent pas. Ils voudraient peut-être avoir du Bitcoin. Mais ils savent très bien qu'à 15 € la transaction, enfin, ça dépend ce qu'on vend. Voilà. Mais si on vend des Ferrari, ça va. Mais d'ailleurs, il y a des services. Par exemple, il y a une boîte en Croatie qui vend des yachts via Bitcoin. Parce que justement, eux, ils essayent de trouver des gens qui sont devenus millionnaires suite au Bitcoin, des choses comme ça. Et donc, ils essayent d'attraper ce type de clientèle. Voilà. Donc, la manière dont on dépense le Bitcoin, il y a un autre effet aussi, à part les commissions qui sont très élevées, c'est cet effet un peu de réticence. C'est-à-dire que les gens qui achètent le Bitcoin aujourd'hui, très souvent, c'est sur des portefeuilles qui sont figés, qui sont congelés, et les gens disent on n'en pas dans 10 ans. Parce que j'ai placé un peu d'argent sur le Bitcoin dans l'espoir qu'il fasse x10 dans 10 ans, x100, je ne sais pas quoi. Et donc, les gens ne veulent pas aller acheter la bière avec le Bitcoin parce qu'ils disent je vais payer 5 € la bière aujourd'hui, mais si ça se trouve, ça sera 500 € dans 10 ans. Et donc, il y a encore cet effet. C'est pour ça qu'on attend vraiment ce Lightning Network, ce réseau par-dessus, déjà pour éliminer le problème des fees. Et puis on verra si... Parce que même les gens qui ont gagné de l'argent dans le Bitcoin, qui sont... À un moment, c'est un peu une règle en bourse en général. Et quand on a fait 10, c'est pas grave si on dépense 1 ou 0,5. C'est même une manière de prendre des bénéfices. Donc moi, je pense qu'il y a de l'argent en Bitcoin aujourd'hui dépensable. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'est enrichis avec le Bitcoin, mais ceux qui se sont enrichis sont prêts à dépenser. Et d'un autre côté, on a plein de gens qui se disent « Mais pourquoi je n'ai pas acheté du Bitcoin en 2011 ?» Et ça, c'est la très grande majorité. Donc moi, je pense que là aussi, il y a des vases communicants. C'est qu'à un moment,
Si la technologie va mettre à disposition des gens la possibilité de faire unir les deux, ben la chose va se faire. La chose va se faire, c'est qu'à un moment, moi je pense, c'est tout à fait logique de penser que le Bitcoin, le Bon Coin, par exemple, va être inondé d'offres Bitcoin. De dire, je te vends la voiture, mais je suis prêt à prendre 30% en Bitcoin. Parce que c'est logique. Quelqu'un qui n'est pas rentré, mais qui veut rentrer, mais peut-être, plutôt que mettre le capital, qu'il faut faire ci, faire ça. Parce que c'est ça aussi, c'est une certaine fatigue mentale de dire, pour des gens qui ne sont pas experts, de dire, il faut que j'achète. Moi, j'ai connu plein de gens qui voulaient entrer dans le Bitcoin. Il leur a fallu 1 an, 1 an et demi pour rentrer. Je leur voyais au bout de 3 mois, t'as acheté? Non, pas encore, parce que il faut gérer la clé privée, il faut faire ci, il faut faire ça, ou alors il faut envoyer le Know Your Customer avec le passeport. Enfin, voilà, ça reste un peu compliqué. Mais à partir du moment où les choses deviennent faciles, je pense que les gens, il y aura beaucoup de gens qui voudront troquer quelque chose qui leur appartient en échange d'un peu de Bitcoin. Et ça, c'est une autre chose qui peut arriver, et dans le monde entier d'ailleurs, c'est qu'à un moment, les gens commencent vraiment à utiliser le Bitcoin de manière assez massive. Et ça, on le saura, je pense, 2018-2019. D'abord, il faut voir la réaction de ce Lightning Network qui vient juste d'être testé, sur lequel on vient juste de faire le premier test. Et puis, on verra, une fois que la technologie est prête, on voit la réaction des gens. Comment les gens adhèrent à ça. Si tel que je le vois, voilà, est-ce que c'est vraiment ces deux vases communicants? Est-ce qu'il y a peu de gens qui possèdent beaucoup de Bitcoin qui ont envie de dépenser et beaucoup de gens qui ont envie d'en avoir un peu? Si cela est vrai, après il y a la troisième phase, voir comment chaque État va réagir au fait que le Bitcoin est utilisé de manière assez massive, si cela arrive. Très rapidement, une dernière question, c'est sur justement l'application professionnelle, on va dire, de la technologie blockchain. Il y a énormément de startups qui fleurissent sur le marché, proposant des solutions blockchain aux entreprises. Mis à part l'aspect sécurité donc qu'offre la blockchain, on a parfois un petit peu du mal à concevoir quelles peuvent être ces différentes solutions. Est-ce que vous auriez par exemple des exemples particulièrement concrets d'application de la blockchain dans le monde professionnel? Je pense que je ne vais pas donner général, parce que voilà, moi j'ai quelques exemples, j'ai même écrit des blockchains pour du corporate, mais voilà, je ferai un discours plus général. Moi je pense que globalement, les entreprises se cherchent un peu encore sur la blockchain, parce que la blockchain est quelque chose qui est les use cases sont très clairs quand c'est une blockchain publique. Et ils sont pas si clairs que ça quand on veut passer sur une blockchain privée. Ça veut dire, si vous êtes une grosse société et à un moment vous dites je veux faire quelque chose sur la blockchain, vous commencez à avoir beaucoup de limitations. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez pas mettre vos données en public. Et ça, c'est évident qu'une grosse société ne veut pas partager complètement publiquement tout ce qui se passe, les ventes par exemple, ou d'autres choses, d'autres informations qui peuvent être sensibles. Alors que la politique d'une blockchain publique, c'est vraiment de dire tout est absolument transparent. Et c'est ça la force. C'est que quand on fait une transaction Bitcoin, la transaction est anonyme, mais n'importe qui dans le monde peut savoir, peut tracer la transaction. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on vit c'est ça en fait. On a des blockchains publiques dans lesquelles parfois même les use cases sont répétés. Hein. Il suffit de penser à toutes les blockchains qui font par exemple du storage, c'est-à-dire du stockage de fichiers décentralisés. Il y en a 4 ou 5. Ils font tous la même chose. Donc c'est le même use case qui est reproduit. Et d'un autre côté, donc c'est clair que si les gens le reproduisent, c'est qu'ils pensent que c'est vraiment viable. Et de l'autre côté, on a les entreprises qui se cherchent encore un peu et qui se disent mais là je vois pas trop mon use case parce que finalement je ne peux pas tout faire dans la blockchain. Et donc voilà, on verra. Moi, je pense que la disruption blockchain est portée vraiment par les blockchains publiques, mais je souhaite qu'à un moment, les grosses entreprises arrivent aussi à faire des blockchains et qu'à un moment, on arrive à faire parler les deux. C'est-à-dire que les blockchains privés parleront avec les publics. Et de la même manière qu'aujourd'hui, vous avez des propriétés privées, comme par exemple un appartement, c'est une propriété privée, vous sortez dans une rue, la rue est publique, pour aller au travail, qui est un autre endroit privé. Donc, c'est un peu ça l'idée, parce que, juste pour finir, aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire aussi, c'est l'Internet des blockchains. C'est-à-dire que des protocoles qui font parler les protocoles. Aujourd'hui, on est un peu dans l'état, au début de l'Internet, quand les gens qui étaient AOL ne pouvaient pas utiliser des mails Yahoo. C'est un peu ça, en fait. Parce que les protocoles ne se parlent pas. Alors, aujourd'hui, on est en train de lisser tout ça.
Et donc, il faut imaginer que dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, maintenant, ça dépend comment la technologie évolue, mais il y aura aussi cet effet d'Internet des blockchains, et donc d'un protocole qui fait parler toutes les blockchains. Et là, les blockchains privés, les blockchains des corporates et les blockchains des grosses entreprises sont les bienvenus, à mon sens, pour qu'ils puissent aussi participer à la révolution blockchain. Mais il faut qu'ils trouvent le bon use case dans un contexte qui d'ailleurs change beaucoup. Et donc peut-être qu'ils ne le trouveront pas aujourd'hui, mais ils le trouveront dans 2 ans. Et donc voilà, tout ça, c'est passionnant à suivre, je pense. Très bien, écoutez, Monsieur Théroudi, merci beaucoup pour ces réponses et pour avoir partagé donc votre expertise au micro de Spoutnik France. Merci.